Tu sais, quand on parle d'investissement en Belgique, on entend souvent les mêmes choses. Quelle plateforme choisir? Parce qu'il y a des noms qui sont différents de ceux qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, les ETF, comment ça fonctionne en Belgique, la TOB, quelle est la fiscalité, etc. C'est le genre de questions qu'on entend très souvent, mais rarement on parle des vrais problèmes. Des vraies choses qui font perdre de l'argent aux investisseurs belges et il s'agit évidemment des plus grosses erreurs qu'un investisseur peut faire. Tu vas me dire, mais oui, ce genre de vidéos existe un petit peu partout, je les ai moi-même beaucoup consommées par le passé et ça m'a un peu aidé pour certaines choses, mais ça ne m'a pas empêché de tomber dans certains pièges qui ont été très mauvais pour moi et mon portefeuille. C'est ça que j'aimerais te dévoiler aujourd'hui. Je t'ai sélectionné 6 erreurs principales qui m'ont le plus touché, qui m'ont le plus marqué et que je vais te dévoiler, te partager ici dans cette vidéo purement en type d'investisseur belge, tu comprends? Avec cette touche-là, puisque à l'époque, c'est un peu l'ADN de la chaîne ici en fait, c'est que moi, j'avais pas trouvé ce genre de vidéo. Donc oui, il y avait des histoires de créateurs français, etc. qui étaient très intéressantes encore une fois, mais moi, j'avais du mal à trouver des erreurs de Belges, tu vois. Même si je défends le fait qu'on apprend 10 fois plus d'une erreur que d'une réussite. On est d'accord là-dessus? Par exemple, ici, j'ai sorti 10 vidéos, et bien il y en a 9 sur 10 qui ont très bien fonctionné, j'étais content, ça m'a fait plaisir. Et puis il y en a une, c'était sur les ETF vieillissement de la population. Un thème que j'avais trouvé super intéressant qui expliquait que l'âge du consommateur moyen est de plus en plus élevé et que donc il fallait que les entreprises et les produits s'adaptent à ce public plus âgé. Et donc il y a des ETF qui surfent là-dessus. Bref, je fais cette vidéo et je vois qu'elle fait beaucoup moins de vues que les autres et je me dis tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le titre, la miniature? Est-ce que c'est la mise en scène peut-être au début? J'en sais rien. Et tu vois, tu apprends plus finalement et tu bosses plus sur ces erreurs que sur les succès. Sauf que là, cette erreur, elle me fait perdre un peu de temps ou elle me fait remettre des trucs en question, mais les erreurs en bourse, elles se payent cash. Et malheureusement, l'argent, il ne réapparaît pas comme par magie. Ce qui peut apparaître comme par magie, c'est un petit disclaimer. Aucun conseil en investissement, aucune recommandation d'acheter ou de vendre ou de faire quoi que ce soit. Je ne suis pas fiscaliste ni conseiller en investissement, n'est-ce pas? Il n'y a aucun conseil dans mes vidéos. Ça reste des vidéos YouTube, il y a des raccourcis, c'est vulgarisé, c'est résumé. Je ne parle pas forcément de tout, n'est-ce pas? Mais ça va t'aider à te faire prendre conscience de certaines choses, je l'espère. N'oublie jamais qu'il faut faire tes propres recherches et qu'investir comporte des risques de perte en capital. Nous sommes partis pour la première erreur. L'épargne au cas où. C'est sans doute la première que j'ai faite. L'épargne au cas où, je la mets de côté. Je suis le premier à défendre, et de toute façon c'est un principe de base en investissement, qu'il faut une épargne de précaution. On parle généralement de 6 mois de dépenses, parfois c'est plus, parfois c'est un peu moins, ça dépend de plein de choses, mais ce n'est pas le sujet ici. Mais en gros, il faut avoir une poche d'épargne de côté, directement accessible pour se protéger en cas de coup dur et ne pas devoir piocher dans ses investissements, ce qui serait la pire idée, si c'est le pire moment, etc., de devoir casser sa stratégie. Et donc, on a été élevé là-dedans. Depuis tout petit, on te dit, voilà, tu as gagné un peu d'argent, économise, mets de côté, c'est prudent, c'est sûr. Tu as reçu 20 € de papy, on va t'ouvrir un compte épargne, tu pourras stocker ton argent dessus. Et c'est bien cette logique d'éducation financière dans les familles qui le font, qui vont dire tiens, épargne, attention, mets un peu de côté, etc. Ne dépense pas tout, c'est très bien. Mais du coup, ça a développé chez moi ce petit problème qui a fait que quand j'ai commencé à investir, j'ai investi petit à petit, ce qui est très bien, on est d'accord, il faut commencer petit. Mais surtout, je m'étais marié, j'avais acheté ma maison, j'avais plus de gros frais prévus, donc j'avais mon épargne de sécurité à peu près 10 000 € et derrière, j'avais encore 10 000 € disponibles. J'étais à peu près à 20 000 et j'avais 10 000 € en cash. Et je ne parle pas ici de stratégie d'investissement, je parle juste du fait que j'ai gardé cet argent pendant très longtemps. Et en tant qu'investisseur débutant, je suis resté très très longtemps avec cet argent qui se faisait grignoter en silence par l'inflation. Et la bonne blague ici, c'est que je me croyais prudent en fait et responsable alors que finalement pas tant que ça. Oui, il faut commencer doucement, mais il y a un moment, garder des montagnes de cash inutilisées, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. J'insiste que ce sont mes erreurs, ça ne veut pas dire qu'il faut investir tout son cash, etc. Il n'y a pas d'histoire de timing. Il faut vraiment prendre évidemment les vidéos avec des pincettes, c'est important. Et au final, c'est là qu'il faut en venir à la nuance, au final cet argent était destiné à être investi. Il n'était pas en sécurité, il n'était pas pour un projet futur, il était destiné dans mon objectif personnel, je parle personnellement encore une fois, à être investi. Donc finalement, il a été investi cet argent. C'est juste que j'aurais pu aller un peu plus fort et j'ai traîné, je l'ai réparti sur presque 2 ans, alors que oui, j'aurais peut-être pu aller un peu plus vite et ça aurait été peut-être plus intéressant. Donc la leçon ici, la prudence c'est bien, la surprudence, l'excès de prudence, c'est pas forcément intéressant parce qu'on perd son argent sans s'en rendre compte. Encore une fois, ça ne s'adapte pas à toutes les situations, j'insiste, disclaimer, va lire ça en description, c'est mieux expliqué. Et en Belgique, avec l'inflation grandissante et surtout cette mentalité en fait belge d'épargner, de compte épargne, en fait, des fois, ça peut nous desservir.
Erreur numéro 2, la confiance aveugle avec ma banque. Ça aussi c'est très belge, on aime notre banque, on aime notre compte épargne et on connaît l'employé, on voit toujours le même, etc. Même si de nos jours c'est un peu différent puisqu'on voit de moins en moins de personnel physique, mais bon, ça c'est un autre débat. Et quand j'ai commencé au tout début à investir, j'ai contacté ma banque en expliquant, voilà, j'aimerais bien investir, je m'y connais un petit peu, j'ai fait des études dans le domaine, mais je t'avoue que dans les études, on t'apprend pas à investir, on t'apprend des théories, etc. Mais on t'apprend pas vraiment à le faire, donc je savais pas forcément le faire, même si j'avais un bagage quand même théorique. Et le truc, c'est que je fais confiance au banquier, il me propose plusieurs fonds, etc. Il me conseille, et donc je prends un peu ce qu'il me dit, sans forcément qu'il mette en avant les frais, évidemment. Il m'explique que oui, il y a 2% aux frais d'entrée, 2% aux frais de sortie. À aucun moment, il m'a prononcé le mot courtier en ligne, ETF, machin, etc. Non, tout ça, c'est évidemment important de surtout pas le préciser. Et du coup, moi, je me dis, il sait ce qu'il fait, c'est son métier, je suis, et donc je prends ça. Et puis, il y a une phrase, ce que j'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui m'a fait réfléchir, qui expliquait qu'une banque n'est jamais neutre. C'est normal, ils vont plus proposer leurs propres produits. C'est comme si toi tu me demandes une formation, je vais te proposer ma formation. Je vais pas te dire va acheter celle de quelqu'un d'autre. Ça paraît très débile. Donc c'est normal, tu vois, les gens ne sont pas neutres. Et la banque c'est un business. Encore une fois, je suis pas en train de râler là-dessus. Et c'est bien pour des gens qui ne connaissent pas grand-chose et qui préfèrent vraiment se investir, mais avec l'accompagnement et les conseils de la banque. Donc il n'y a aucun problème. Et pendant longtemps, j'ai cru que ça ne changeait rien. J'ai laissé ça pendant presque un an en fait tourner et puis je me suis formé en parallèle et à un moment j'ai compris en fait la différence énorme qu'il y avait avec 2%, 3% de frais d'entrée, plus les frais de gestion annuels, plus les frais de sortie et mis bout à bout je me dis punaise mec, t'as quand même des compétences, t'as étudié le sujet, tu bosses de plus en plus, il y a un moment peut-être que tu peux essayer de le faire un peu toi-même. Et du coup je me suis un peu lancé et j'ai commencé à faire ça moi-même et bref la suite de l'histoire normalement tu la connais. Pas dramatique, hein, mais en tout cas, c'était très loin d'être optimisé. Et la leçon, c'est que oui, on peut déléguer certaines choses et c'est bien, les fonds bancaires. Je le dis ouvertement, c'est très bien pour un certain type de personnes. Mais pour d'autres personnes comme moi, qui j'étais un peu plus passionné du domaine, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Voilà, j'ai eu envie de faire autrement. Donc, les produits bancaires ne sont pas mauvais en soi, mais c'est pas automatiquement ce qui te convient. Et dire amen à tout sans comprendre ce qui se passe, c'est pas non plus une solution. Troisième erreur, se lancer sur un courtier en ligne sans comprendre la fiscalité et les règles belges. Je l'ai fait comme tout le monde, catastrophe, je me lance sur une plateforme en ligne et j'ai appris rapidement, heureusement, parce que j'ai fait des recherches, tu vois, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de vidéo qui expliquait ça à l'époque, sur YouTube encore une fois et sur les réseaux sociaux, mais il y avait la fameuse TOB à payer que je connaissais parce que j'avais un deuxième courtier et qui prenait cette TOB, tu vois. Et puis derrière, je me dis, tiens, lui, à un moment, il le fait pas en fait. Donc je me renseigne et j'ai compris que oui, cette plateforme en ligne ne le faisait pas. Je préfère ne pas la citer. Et derrière, j'ai vu aussi les frais qui étaient bas, j'ai vu les campagnes de promotion, j'ai vu plein de choses en avant. Je me dis, trop cool, c'est super. J'ai vu des vidéos de youtubeurs et tout ça. Je dis, tiens, ça a l'air sympa, ça a l'air sympa. Je creuse le sujet, j'y vais, ok. Et puis je me rends compte que en fait, c'est pas optimisé du tout pour les Belges. Ce qui c'est légal, bien sûr, mais c'est pas optimisé. Donc, je devais moi-même gérer la TOB, ce que je ne savais pas. Je devais moi-même déclarer mon compte, ce que j'ai fait en retard. Donc, attention. Et il fallait aussi que je veille à déclarer mes intérêts, etc. Enfin bref, j'avais plusieurs obligations comme ça et j'avais laissé un peu ça de côté parce que j'avais pas bien compris et l'application, elle, en fait, ne te dit rien, ne te met pas la puce à l'oreille sur les règles spéciales belges. Erreur monumentale, donc très dangereuse puisque tu risques des amendes, tu risques des redressements, tu risques des intérêts de retard, etc. Comme moi, c'était le début, c'était des tout petits montants, etc. Et évidemment, ça n'a pas vraiment attiré l'attention et je me suis vite régularisé, tu vois, dès que j'ai vraiment compris comment ça fonctionnait. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça et c'est très embêtant. Abonnez-vous à GoTeco et tape sur YouTube GoTeco PC. C'est le point de contact central pour déclarer ses comptes. GoTeco TOB pour apprendre la taxe sur les opérations boursières. GoTeco, revenu mobilier ou précompte mobilier, ça c'est pour les dividendes si jamais on en touche, et aussi comprendre les retenues à la source, les conventions fiscales, enfin tout ça c'est des choses que j'ai appris sur le tas au fur et à mesure. Et ma grosse erreur ça a été de me lancer, donc c'est bien d'être un petit peu téméraire et d'essayer d'un peu se lancer et de pas rester statique pendant trop longtemps, puisque ma première erreur c'était justement de rester statique et paralysé un peu pendant trop longtemps. Et une fois que je me suis lancé, j'ai été trop fort, tu vois, sans me renseigner suffisamment, notamment sur la fiscalité et sur les règles lorsqu'on prend une plateforme qui n'est pas belge. Ici, aucune recommandation de prendre une plateforme belge ou pas belge. Encore une fois, ici, je parle de mes erreurs personnelles. Et en parlant d'erreurs personnelles, passons à la quatrième. Erreur numéro 4 pour un investisseur belge, c'est l'inverse en fait. Parce que ensuite, après être passé sur un courtier belge, je me suis dit, lui c'est cool, il gère les taxes pour moi. C'était un peu l'idée du site, tu vois, je vois tout ça, je suis les pubs et tout, je fais ok, ça va, il gère la TOB, il gère les précomptes de dividendes, machin, etc. Parfait, ils s'occupent de tout pour moi. Je vais faire ça. Ils prennent un peu plus de frais, mais
qu'à cela ne tienne, je vais prendre ce courtier belge. Et là, je me rends compte de quoi? Qu'en fait, non, il ne gère pas tout. Et là, j'ai de nouveau eu quelques petits problèmes. Premier problème, c'était la fiscalité étrangère sur les dividendes. Je touchais des dividendes étrangers et j'étais taxé 2 fois parce qu'il fallait activer une convention contre la double imposition. La Belgique en a avec certains pays, notamment les États-Unis. Et moi, mes dividendes des États-Unis, ils étaient taxés là-bas et retaxés en Belgique. Et moi, j'avais rien demandé parce que je ne savais pas. Et donc, j'ai creusé, j'ai appelé le courtier. Ils m'ont dit, oui, bien sûr, monsieur, on peut vous envoyer le document, on peut le faire pour vous, etc. Mais oui, il fallait que je le demande. C'est pas automatique, quelqu'un t'appelle, ah tiens, vous avez choisi de prendre des dividendes étrangers, vous avez droit à ci ou ça. Non, c'est à toi de réclamer les choses, même si tu y as droit. Ensuite, il y a eu aussi la taxe Renders qui m'est tombée dessus pour l'achat d'un certain fonds que j'avais pris et avec des obligations dedans, tu vois, parce que je voulais aussi tester un peu ce genre de produit-là. Et je me rends compte que je paye une super taxe, tu vois, au moment où je dis, non, finalement, ça m'intéresse un peu moins, machin, je fais un transfert, je revends et là, je prends une taxe supplémentaire. Je me dis, ça y est, spéculation ou j'en sais rien, alors que j'avais mis des mois entre les deux, enfin, tu vois, j'avais bien un peu essayé de respecter. Et j'étais débutant, donc je me dis, tiens, j'ai pris une taxe sur la plus-value, ça c'est possible ou quoi? Et en fait, c'était une taxe Renders qui est prise en charge par le courtier, donc super. Mais qui, moi je me suis dit, mais d'où ça tombe en fait? Oui, c'est pris en charge, mais moi, je n'en avais pas connaissance. Et donc, j'ai été vachement surpris. Derrière, il y a aussi les revenus à déclarer. Tu peux bénéficier en Belgique d'une récupération du précompte mobilier sur les premiers 833 €. Ça dépend, le montant change chaque année et c'est uniquement sur les dividendes de société, pas sur les ETF. J'ai fait une vidéo un peu plus précise là-dessus, mais tu peux aussi faire tes propres recherches. Mais en gros, dans ta déclaration fiscale, tu peux récupérer une partie de certains dividendes, en tout cas du précompte. C'est pour motiver les Belges à investir dans les sociétés et réelles et avoir donc des dividendes réels. Voilà, donc ça c'est plutôt bénéfique. Eh bien ça, aucun courtier ne le fait automatiquement pour toi. Il ne va pas remplir ta déclaration fiscale à ta place. Et donc c'était à moi de le faire et je ne l'ai pas fait pendant 1 an, 2 ans. C'était pas des grosses sommes, mais à un moment je savais qu'il y avait ce truc-là et je pensais que c'était automatique. Tu vois, j'étais débutant, j'étais bête, je pensais que ça se faisait tout seul. Mais en fait non, il faut le déclarer soi-même. C'est des exemples encore une fois, mais c'est l'idée que oui, ok, il faut peut-être pas devenir fiscaliste, je dis pas, mais il faut quand même vachement s'y intéresser, vachement creuser le sujet. Moi, je te donne des pistes de réflexion, mais il faut aller vachement plus loin. C'est pas la fiscalité qui est difficile, c'est juste que c'est pas toujours intuitif de ce qui va être géré pour toi, oui ou non. Tu prends un courtier belge en disant il gère tout, mais en fait non, il gère pas tout. Un courtier étranger, lui, il gère rien, donc c'est encore autre chose. Donc ça dépend de plein de choses. Moi, je jonglais un peu entre les deux. Et finalement, cette 4e erreur, ça a été de penser que tout était géré pour moi. Passons à la 5e erreur. Je parle beaucoup trop dans cette vidéo, mais j'espère que c'est intéressant d'aller à fond dans le détail comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. D'habitude, je fais des vidéos de 8-10 minutes max. Ici, je n'hésite pas à aller un peu plus loin, tu vois, aller un peu plus loin dans mes réflexions et à parler un peu plus. Dites-moi en commentaire si vous êtes resté jusqu'ici ce que vous en pensez. Si tu me dis ouais, c'est bien d'expliquer plus ou alors non, résume. N'hésite pas à me mettre ça en commentaire, résume. Si jamais tu dis bah ouais, c'est un peu long là, tu pourrais aller plus rapidement et faire un truc un peu plus scripté. Bref, parenthèse terminée, passons à l'erreur numéro 5. Me surcharger en immobilier sans penser à la diversification. Là, peut-être que tu vas te reconnaître, puisque tu es sûrement belge si tu regardes cette vidéo. L'immobilier en Belgique, c'est une religion à part entière. Acheter sa maison paraît être la normalité. Beaucoup de Belges sont propriétaires de leur logement, à crédit souvent, on est d'accord, mais tu te sens vraiment adulte à partir du moment où tu as acheté ta maison. Il y a d'autres personnes qui ne l'achètent pas pour d'autres raisons, ou alors pour des raisons économiques, on est d'accord, hein, mais il y a beaucoup de Belges qui ont ça dans le sang et ça paraît logique d'acheter sa maison. Un jour, j'ai sauté le pas, j'étais super fier avec mon épouse, on achète cette maison et on se dit au moins là, on ne paye plus un loyer pour rien. Et avec le recul, ce que je n'avais pas réalisé, c'était l'impact sur mon patrimoine global. Quand j'ai pris un petit Excel, ça n'a pas été très compliqué, j'ai fait la division de mes avoirs et je me dis, mais en fait, mec, tu es à 80% en immobilier, à 10% en cash et 10% en bourse en fait. Tu penses que tu as investi, que c'est bien, machin, mais en fait, tu es à 80% en immobilier. Et c'est pas grave, mais c'était déséquilibré à mort en fait. Et sur le moment, je n'avais pas eu cette réflexion avant. Je ne dis pas que j'aurais changé les choses, j'aurais quand même acheté ma maison. Mais tu te dis, ok, tu es plus sensible aux hausses de taux, aux imprévus, à différentes choses, tu vois. Donc, je ne regrette pas d'avoir acheté, j'insiste, mais j'ai directement pensé que l'immobilier était une priorité absolue, alors qu'il y a peut-être d'autres voies qui existent, d'autres équilibrages, d'autres manières de faire. Mais voilà, j'aurais peut-être pu commencer par un investissement locatif et investir à côté en bourse et faire monter mon patrimoine ainsi. Mais bon, je ne suis pas un fou de l'optimisation, hein. Ceux qui sont abonnés le savent. Je ne suis pas un fou de l'optimisation, je ne suis pas là-dessus, mais j'investis surtout pour mon avenir, en bon père de famille, pour mes enfants. Et sans toujours trop me prendre la tête, même si j'en fais une chaîne YouTube parce que c'est un sujet qui me passionne, je ne suis pas un full optimisation, mais quand j'y réfléchis, peut-être que ça aurait mérité plus de réflexion ou en tout cas des réflexions au lieu de partir tout droit vers l'immobilier et de voir ensuite seulement au moment où c'était sécurisé
peut-être investir en bourse, tu vois. J'ai peut-être pas forcément fait les choses dans le bon ordre et en y réfléchissant, de toute façon on ne refait pas le passé, j'aurais pu peut-être faire les choses un peu différemment. Erreur numéro 6, investir seul, dans le silence, dans le tabou. Celle-là, elle est presque culturelle. En fait, en Belgique, peu de gens investissent en bourse finalement, proportionnellement à la population. Il y a des gens qui ont des assurances vie, qui ont des fonds, etc., des fonds de pension, mais investir soi-même en bourse, bien évidemment, ça demande beaucoup de formation, de compétences et un minimum de passion économique et tout ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont pas dans ce domaine-là. Et autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, même dans ma belle famille, etc., personne n'investissait réellement en bourse. J'étais le seul à m'intéresser et à commencer à faire ça. Et quand je vais sur les réseaux sociaux, je trouve zéro vidéo. C'était il y a 4-5 ans, zéro vidéo. Même plus que ça, il y a 6 ans à peu près, donc on était avant Covid, personne. Tu vois, je te jure, c'était vraiment, il n'y avait aucune info, à part les sites officiels des banques qui te vendent leurs produits et les lois qui sont quand même un petit peu compliquées à appréhender au premier abord. Et donc, assez difficile, tu vois. Et déjà en Belgique, l'argent est tabou, alors imagine parler d'investissement, c'est encore pire. Et là, je me suis ressenti comme un gamin, tu vois. Il y a 15 ans en arrière, j'avais reçu un Game Boy. Je jouais au Game Boy, j'adorais ça. Je jouais à Pokémon et tout ça, tu vois, Mario. Et on me disait, ouais, t'es toujours là sur ton écran ici avec ton machin, enfin ouais, ouais. Et on me prenait un peu pour un geek. Et d'ailleurs, ce qui est comique, c'est que 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le monde, les jeunes, les vieux, qui est là avec son téléphone, comme ça tout le temps, tu vois. Et moi, j'ai moins de dépendance au téléphone puisque j'ai eu déjà le Game Boy avant et tout ça, et ça a été une sorte de suite logique. C'était moins ouf, tu vois. Mais pour d'autres personnes qui, eux, étaient de l'ancienne génération, voilà, maintenant ils sont à fond sur leur téléphone, et je me revois presque moi-même à travers eux avec mon Game Boy à l'époque. Mais bref, quand j'ai investi en bourse, je me suis ressenti comme un gamin. Je dis, c'est pas possible, j'ai investi en bourse, je m'intéresse à un truc, j'en parle un peu autour de moi, et on me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais non, mais c'est quoi ce truc et tout ça? J'ai l'impression qu'on me critiquait sur mon jeu Pokémon, tu vois, encore, comme un gamin. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis un peu renfermé. Je me suis dit, ouais, en fait, en société, ce sujet n'intéresse pas grand monde, d'accord? Moi, ça me passionne, mais autour de moi, les gens me prennent pour un gars qui risque son argent, qui fait n'importe quoi, ou alors pour un radin, ou pour un capitaliste, ou tu vois. Et donc, je disais, ok, ça va, je vais un peu moins en parler. Et finalement, aujourd'hui, je fais une chaîne YouTube qui parle que de ça publiquement, mais l'idée était là. Et donc, mon erreur, c'est quoi? C'est que je me suis renfermé, j'en ai moins parlé, ça a calmé ma passion et j'ai été moins confiant, j'ai été plus pessimiste, j'ai eu peur aussi plus de perdre mon argent. Il n'y avait personne pour me recadrer, pour me rassurer quand j'avais des doutes ou pour me féliciter quand j'avais des réussites. À un moment, je faisais un truc super, je me dis ouais, ça c'est bien, ça marche, ça fonctionne, c'est pas mal ce truc-là. Mais personne avec qui en discuter, tu vois, parce qu'il faudrait passer 20 heures à former la personne avant qu'elle comprenne ton discours. Et celle-là m'a fait enfermer dans ma propre vision et lancer cette chaîne YouTube m'a aidé à développer justement une communauté d'investisseurs belges dans laquelle je me retrouve et dans laquelle j'aurais aimé me retrouver à l'époque. Donc pour moi, la conclusion de cette dernière erreur, c'est vraiment éviter de rester enfermé, rejoindre une communauté, rejoindre des gens, d'accord? Pas des groupes Telegram, des groupes WhatsApp, je n'en fais aucun. Il y a des fausses pubs qui ont circulé à un moment, hein? Faites attention, moi je ne fais pas ça. On est bien d'accord, j'insiste assez sur mes disclaimers pour que vous ne vous fassiez pas avoir. Des groupes WhatsApp, tout ça, il n'y en a aucun de moi. Vous ne recevez pas de message pour vous dire dans quoi investir. Je pense que c'est assez clair. Mais en tout cas, recherchez un petit peu cette idée de communauté sans pas chercher des conseils ou me dire dans quoi investir. C'est pas du tout ça. C'est plutôt partager, se dire oui, je suis pas seul en fait, tu vois. Et je suis pas renfermé sur moi-même parce que sinon forcément, personne te pousse à évoluer. C'est comme faire un sport tout seul. Il y a des sports individuels, mais si tu as personne avec qui partager tes succès ou tes échecs, finalement, ça te ralentit, tu n'as plus envie d'avancer, personne ne te booste, personne ne te recadre quand tu évolues. Bref, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu es resté jusqu'ici, ce serait une catastrophe de ne pas être abonné à Goteco, la chaîne des investisseurs belges où j'essaye justement de rassembler une petite communauté dont j'aurais aimé profiter à l'époque. Tu vois que ces erreurs, elles ont joué sur ma croyance belge, elles ont joué sur mes peurs, mon isolement et ma manière d'aborder l'investissement finalement. J'espère que ce format vous a plu, c'était pas trop long et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.